Octobre 1957. Tous les regards de la France sont fixés sur Alger. La bataille de la Casbah est engagée. La presse européenne est partagée entre ce qui se passe là-bas et le retour des vacances. Il a fait beau. Quelques mois auparavant, les hebdomadaires ont publié une étrange photo en couleur, un morceau de la Floride photographié à 400 km d'altitude par une fusée américaine. On y voit que la Terre est ronde, on y voit aussi la naissance d'un typhon. Mais en fait, l'esprit est trop bras politique pour s'intéresser à l'espace. On en est toujours à Jules Verne, au rêve d'Esnault Peltry, à Tintin et Milou, et plus près, au V2. Le nom de Werner von Braun est connu de tous, mais personne n'ose encore imaginer que ce jeune et génial savant allemand émigré aux États-Unis enverra un homme sur la Lune moins de 11 ans plus tard. Et puis, le 4 octobre, à l'heure où les enfants prennent leur petit déjeuner avant de partir à l'école, une étrange musique retentit dans les stations d'écoute. Les oreilles géantes des radiotélescopes braqués vers l'espace ont capté autre chose que les grésillements sans signification des galaxies lointaines. Un objet fabriqué par l'homme tourne autour de la Terre et la nouvelle arrive comme une bombe dans toutes les salles de rédaction du monde. Le vous, lorsque vous avez allumé votre poste de radio. Toutes les actualités d'aujourd'hui sont évidemment surclassées par l'événement satellite. Ce satellite artificiel qui gravite actuellement en effet autour du globe à quelques 900 km d'altitude, à la vitesse de 28 800 km à l'heure, le tour de la Terre étant effectué en 1h35 par ce laboratoire exigu qui n'a que 58 cm de diamètre et qui pèse 83 kg 600. Aussitôt, tout s'organise. La dernière guerre a permis de réaliser des progrès considérables en matière de télécommunications. Les électroniciens jonglent avec les fréquences des points déterminés de l'univers à une fraction de degré près. L'Amérique, écrasée de stupeur, doit se rendre à l'évidence. Un satellite artificiel tourne autour de la Terre et il a été lancé par les communistes. À New York, le correspondant permanent de la RTF, Pierre Crénès, reçoit la confirmation. Une des premières observations du satellite soviétique a été faite par l'observatoire de Columbus dans l'Ohio. La France n'est pas la dernière à vouloir recueillir les précieux bip-bip. Le ministère des Postes et Télécommunications a lui aussi son système d'écoute. Il ne suffit plus d'avoir entendu les bip-bip. On veut aussi leur fixer des rendez-vous dans l'espace et dans le temps. Les machines à calculer de l'observatoire de Jodrell-Bank en Grande-Bretagne étudient des tranches d'ellipses, intègrent des vitesses et Sir Bernard Lovell, celui qui va devenir l'espion du cosmos, fixe des rendez-vous comme Le Verrier une 50aine d'années auparavant. Braquez vos radements et à telle heure et vous entendrez Spoutnik 1. Jacques Salbert était à l'époque le correspondant permanent de l'antenne nationale de Londres. À 8 reprises différentes, la BBC a capté aujourd'hui les signaux émis par le satellite soviétique. On s'attend à ce que demain, l'engin passe au-dessus de Manchester, ce qui permettrait une excellente observation, car c'est dans les environs de Manchester que les Anglais possèdent leur télescope le plus puissant. Mais malheureusement, ce télescope est encore soumis à des expériences de mise au point. Espérons toutefois que, bien que ce soit demain dimanche, les astrologues britanniques seront à leur poste d'observation. Le professeur Lovell, qui participe activement aux travaux de l'année géophysique internationale, a déclaré aujourd'hui: d'après nos renseignements, les Américains ne seront pas en mesure de lancer un satellite avant le printemps prochain. Ce lancement a surpris les milieux britanniques, car bien que nous ne construisions pas de satellite, nous préparions un programme de surveillance par radiotélescope des satellites russes ou américains. Mais nous sommes pris au dépourvu et ne serons pas prêts avant quelques mois. Telle est la déclaration du professeur Lovell, qui prouve qu'on était convaincu dans les milieux scientifiques britanniques que les Américains battraient les Russes de vitesse et qu'il ne faut pas trop compter sur les Anglais pour recueillir des informations sur le comportement de ce satellite. C'est pratiquement le silence. Si le rideau de fer se lève peu à peu pour le passage des hommes, il est toujours aussi imperméable
pour les informations. On suppose que la fusée porteuse pesait 80 tonnes, ce qui était gigantesque en 1957. Quelques années plus tard, Saturne V pèsera 3500 tonnes. Bientôt, on se rend compte que les bip-bip ne sont pas suffisants pour des scientifiques. Alors déjà, on évoque des missions spatiales. L'Observatoire d'astrophysique de Cambridge, Massachusetts, dit que le satellite a été lancé dans la direction ouest-est afin de profiter de l'effet de rotation de la Terre. M. Townsend, de l'Observatoire de la Marine américaine, a calculé que le satellite aurait été lancé d'un point situé au nord de la mer Caspienne. Beach, membre de la commission interministérielle soviétique sur les communications interplanétaires, a annoncé que dans un proche avenir, de nouveaux satellites auront été fabriqués qui seront équipés d'instruments spéciaux pour étudier les couches supérieures de l'atmosphère et l'espace cosmique. Un mois passe. Les Américains créent la NASA et se jurent de battre les Soviétiques de vitesse. Hélas, le 3 novembre, l'orgueil des États-Unis, Soviétique envoie une chienne Laika dans l'espace. Spoutnik 1 pesait 84 kilos, Spoutnik 2, 508. Les États-Unis disposent d'une fusée de 17 tonnes et d'un mini-satellite, le tout réalisé à coût de millions de dollars. Le 6 décembre, c'est la mise à feu. C'est un échec. Il faut attendre le 5 février. Nous sommes en 1958 pour que le premier satellite américain tourne autour de la Terre. Son poids est modeste, 14 kilos. De mois en mois, les lancements se succèdent à l'est comme à l'ouest. Les satellites deviennent plus sophistiqués, plus lourds. Les fusées sont plus puissantes. Les chimistes apprennent à manier l'oxygène liquide. La poussée des moteurs augmente. Pour se mettre en orbite autour de la Terre, il faut se déplacer à 29 000 km à l'heure. Pour quitter l'attraction terrestre, il faut aller encore plus vite. Là encore, ce sont les Soviétiques qui font le grand saut. Le 2 janvier 1959, l'Unique 1 frôle la Lune à moins de 6500 km. 9 mois plus tard, le 12 septembre, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un engin fabriqué par l'homme touche une autre planète. L'Unique 2 s'écrase sur la Lune. Les Soviétiques n'en restent pas là. 3 semaines plus tard, le 4 octobre, l'Unique 3 fait le tour de la Lune, photographie la face cachée et transmet par Bellino Spatial les premières photos de ce que personne n'avait encore vu. Les Américains comblent peu à peu leur retard et eux aussi permettent à de petits satellites d'échapper à l'attraction terrestre. Le 11 octobre 1958, c'est la fin du compte à rebours pour Pionnier 1. Cap Canaveral, Cocoa Beach, 4h42, 9h42 heure de Paris. Sur sa plateforme de lancement se dressent les 30 mètres de la fusée Thor Able, appelée maintenant le Pionnier. De puissants projecteurs éclairent le long cylindre brillant. Des vapeurs s'échappent de la base de la fusée. Dans le ciel noir, le dernier quartier de la Lune trace un accent d'ironie. À 4 heures, les 2 premiers étages ont reçu leur charge d'oxygène liquide. Le décompte à rebours commence. Les techniciens ont quitté la plateforme de lancement et se sont groupés dans le blockhouse. 4 heures, 41 minutes et 50 secondes. Voici le Cap Canaveral. Everybody pick up the count. T-minus 10 seconds and counting. Minus 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. T-minus 0. Une gigantesque lueur rouge et jaune naît à la base de la fusée qui commence à s'élever lentement, verticalement. Tout le cap resplendit. Plus 8, plus 9, plus 10. La fusée s'élève toujours dans le vrombissement de ses réacteurs. Il n'est déjà plus qu'un point lumineux dans le fond du ciel. 4 heures, 44 minutes 30 secondes, le 2e étage est mis à feu. 4 heures, 45 minutes. Le premier message est capté par un centre de repérage près de New York. Le voici. « 4 heures, 48 minutes. Le 3e étage est mis automatiquement à feu. Tout se déroule suivant les plans prévus. 4 heures, 52 minutes. Le centre de Jodrell Bank, en Angleterre, reçoit avec son radiotélescope géant le signal du Pionnier. 5 heures, 42 minutes. Le Pionnier est parti depuis 60 minutes. La fusée sort de la zone de gravitation terrestre. Elle est en vol libre
dans le cosmos. On peut reconnaître les satellites artificiels à leur accent. Alors que les engins soviétiques ont une musique syncopée, celle des Américains est plus douce, plus modulée. Voici la voix de Pionnier 1. Les grandes premières se succèdent, mais les savants veulent récupérer leurs satellites. Ils ne veulent plus les laisser se consumer comme des étoiles filantes sur les couches hautes de l'atmosphère. Dans ce domaine, ce sont les Américains qui marquent le premier point avec la récupération de Discover 13 le 10 août 1960. Petit à petit, les hommes se rendent compte que la conquête spatiale n'a pas de limite. C'est une question de matière grise et de dollars ou bien de roubles. Le plus vieux rêve de l'humanité devient possible, envoyer un homme dans l'espace. Mais là, il faut tout découvrir. Il faut qu'un homme puisse survivre dans ce monde restreint qu'est un satellite. Il faut qu'il puisse boire, manger, dormir et aussi éliminer ses déchets naturels. On ne sait pas comment le cœur, le cerveau vont réagir en état de non-pesanteur. Des expériences ont bien été réalisées à bord d'avions suivant des trajectoires particulières, mais elles étaient trop brèves pour que l'on puisse vraiment se faire une idée de tous ces problèmes. Toutes les agences de presse envoient un télégramme flash-flash sur les téléscripteurs. Ce n'est pas un bip-bip qu'ont capté les radios d'un homme. La radio soviétique est la première à donner la nouvelle. Ici, Moscou. Communiqué de l'agence TASS sur le premier vol de l'homme dans l'espace cosmique. Aujourd'hui, 12 avril 1961, en Union soviétique, le premier vaisseau Spoutnik cosmique au monde, Vostok, ayant à son bord un homme, a été placé sur son orbite autour de la Terre. Le pilote cosmonaute du vaisseau Spoutnik cosmique Vostok est un citoyen de l'Union des républiques socialistes soviétiques, le pilote commandant Yuri Gagarin. Les moscovites et les soviétiques sont venus pour exprimer leur joie, leur enthousiasme. Vous entendez ces cris de joie. Ce sont pour la plupart les jeunes qui crient hurrah en l'honneur de Yuri Gagarin, de cet exploit de la science soviétique qui a réalisé le rêve de l'humanité. Voilà, vous entendez? Gloire à la science soviétique, gloire à Yuri Gagarin. Eh bien, c'est la science soviétique qui a réalisé le rêve de l'humanité, le premier vol cosmique avec l'homme. Le lancement de la fusée cosmique à nombreux étages s'est déroulé heureusement. Et après avoir acquis la première vitesse cosmique et s'être séparé du dernier étage de la fusée porteuse, le vaisseau Spoutnik a commencé son vol libre sur son orbite autour de la Terre. La période de la révolution du vaisseau Spoutnik autour de la Terre était de 89 minutes 1/10. L'éloignement minimum de la surface de la Terre, au périgée, était de 175 km et la distance maximum, à l'apogée, était de 302 km. L'angle de l'orbite par rapport au plan de l'équateur était de 65 degrés 4 minutes. Во-первых, мы студенты экономического факультета. Мы здесь пришли, ушли со своих лекций, пришли на Красную площадь, чтобы со всем нашим народом... On me présente une jeune fille qui parle français apparemment. Moi je ne sais pas, je parle en français un tout petit peu, je ne sais pas que vous... Mais c'est la grande victoire de notre science, le lancer de notre onde soviétique dans le cosmos. Et nous sommes très contents, très heureux. Des communications radio dans les deux sens ont été établies et entretenues avec le cosmonaute Yuri Gagarin. Non seulement un homme tourne dans l'espace, mais il peut également parler, se nourrir, travailler. Yuri Gagarin, qui se tuera plus tard bêtement dans un accident d'avion, lance
des messages au monde. Le vol se déroule normalement. Je me sens bien. À 10h15, heure de Moscou, le pilote survolant l'Afrique transmettait du bord du vaisseau cosmique Vostok ce qui suit. Le vol se déroule normalement. Je supporte bien l'état d'impondérabilité. Это здорово! Ура Гагарину! Ура Советскому Союзу! Ура всем людям! Ну, всего мира! Nous saluons notre premier cosmonaute de notre pays. Nous les aimons et nous voulons tous les bonheurs pour lui. C'est tout. Mon cœur est plein, mais je ne peux pas parler, je ne peux pas dire rien. Après accomplissement victorieux des explorations prévues et l'exécution du programme du vol, le vaisseau cosmique soviétique Vostok a atterri sans encombre le 12 avril 1961 à 10h55 heure de Moscou, à l'endroit prévu en Union soviétique. La course à l'homme dans l'espace se joue dans un mouchoir entre soviétiques et américains. De l'autre côté de l'Atlantique, la fusée Redstone a déjà été essayée avec succès. Un satellite capable d'abriter un homme a déjà été construit. On l'appelle Mercury. Le 5 mai 1961, un pilote de l'armée de l'air, Alan Shepard, s'installe à 17 mètres du sol dans la cabine Mercury. Il ne s'agit pas d'un véritable vol spatial, mais d'un simple tir balistique. Dans les studios de la RTF, Tommy Franklin traduit en direct les commentaires du speaker de Cap Canaveral. La capsule est maintenant isolée du reste de l'atmosphère. Le périscope est OK. Je vois la vapeur qui se dissipe autour de la fusée. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, allumage. Nous voyons un éclair, la fusée s'élève, c'est parti. Alan Shepard, j'essaierai de vous joindre sur un autre micro dans quelques secondes, m'entendez-vous? Go, came the cry. Et la fusée se dégage du gros nuage blanc très bas qui s'est formé autour d'elle au départ. Partie depuis 30 secondes, la fusée se déplace à la vitesse de 450 miles à l'heure, soit 720 km, et à 5 miles ou 8 km d'altitude. Nous sommes en excellente liaison radiophonique, c'est-à-dire vocale avec Shepard. Quelques minutes après, on annonce que tout va bien à bord de l'engin. Et nous arrivons à l'instant où 2 minutes après le départ, la fusée va quitter le vaisseau spatial. Mais auparavant, la poussée de la dite fusée meurt. Altitude 90 miles, gravité 0. Le premier Américain est dans l'espace. Shepard est passé. Des mots, des formules vont devenir célèbres. Ignition, c'est la mise à feu. Lift-off, c'est le départ. Bientôt, ces termes n'ont plus de secret pour les amateurs d'espace. Pour que les Américains placent vraiment un homme sur orbite, il faut attendre le 20 février 1962. C'est John Glenn qui expérimente la cabine Mercury pour un véritable voyage cosmique de 4 heures et 55 minutes. Les techniciens s'aperçoivent alors qu'ils manipulent un matériel extrêmement compliqué aux réactions parfois imprévisibles. Ainsi, le compte à rebours doit être stoppé une première fois à moins 22 minutes. Malheureusement, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Vous avez dit tout à l'heure que le colonel Glenn devait s'élancer dans l'espace dans 5 minutes, mais il y a eu un nouvel arrêt dans le décompte des minutes, un arrêt à moins 22, et voici la dernière annonce qui a été faite au Cap Canaveral il y a juste quelques instants. Stands T-minus 22 minutes and holding. We have encountered difficulty with the liquid oxygen loading valve out in the launch pad area.
Donc c'est une défectuosité qui a été décelée dans une soupape des canalisations au sol d'oxygène liquide qui provoque l'arrêt actuel. Il est stoppé une seconde fois à quelques instants du départ. L'heure H devait être à 9h45, c'est-à-dire 15h45 pour vous à Paris. Or, nous venons d'apprendre il y a quelques instants qu'au décompte est une fois de plus arrêté à 6 minutes 30 secondes avant l'heure prévue. C'est un ennui dans un circuit électrique qui vient de provoquer ce dernier délai, dans un ennui avec la station de Bermude, qui est une station qui doit suivre Glenn et même éventuellement le récupérer ou déclencher le système de libération de la capsule si quelque chose va mal. C'est enfin le compte à rebours terminal et le départ. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fire! Mark. Malgré l'accélération, le dépaysement et peut-être la peur, John Glenn peut faire son premier rapport. Je suis émerveillé du spectacle que j'ai sous les yeux, a dit John Glenn depuis sa capsule. Les radars traquent le ciel. Les premiers ordinateurs indiquent instantanément la position exacte de Mercury dans le ciel. C'est bientôt la première orbite. Il aura donc effectué son premier tour de la Terre. La vitesse est toujours d'environ 28 000 km à l'heure. Tout se passe bien à bord. Il est entré en contact avec toutes les stations relais qui avaient été disséminées autour de la Terre et au-dessus du Pacifique. Il a fait savoir qu'il ne souffrait d'aucune nausée ni de quoi que ce soit d'anormal. Donc ce voyage se poursuit dans les meilleures conditions. Je vous rappelle que Glenn est parti pour faire 3 orbites malgré le retard de son départ. Il lui reste donc encore à accomplir 2 fois le tour de la Terre avant que la capsule Mercury soit récupérée quelque part dans la mer des Caraïbes. Dans l'Atlantique, des milliers d'hommes sont répartis sur une dizaine de bateaux. Des hélicoptères sont prêts à décoller. Un bloc chirurgical d'urgence est prêt à fonctionner si Glenn est blessé au moment du retour. À 100 km d'altitude, une sorte d'étoile filante zèbre le ciel. Le bouclier thermique de la cabine Mercury brûle comme de la poudre. Il est porté à 4000 degrés. Enfin, c'est l'amérissage et la récupération. C'est maintenant officiellement terminé. C'est-à-dire que la capsule a améri à très exactement 6 miles d'un destroyer américain qui s'appelle le Noam. Un hélicoptère a décollé de ce contre-torpilleur, se porte à la hauteur de la capsule pour essayer de la récupérer. Un contact en phonie a déjà été établi entre la capsule et le destroyer américain, ce qui veut dire que Glenn a améri sain et sauf. Il ne nous reste plus à avoir comme confirmation que Glenn a été piqué par l'hélicoptère pour être amené sur le pont du destroyer américain, mais on peut déjà considérer que l'expérience Mercury est terminée, que le colonel Glenn a fait 3 fois le tour de la Terre et qu'il a améri sain et sauf, comme prévu, à très exactement 6 miles de distance de l'endroit qui avait été fixé par les savants américains. Dans le monde entier, c'est l'enthousiasme. Les Américains ont enfin rattrapé les Soviétiques. Ils sont apparemment à égalité. C'est à la Lune qui est engagée. Dans toutes les grandes usines d'aviation, les techniciens commencent à assembler des pièces immenses. Le vieux rêve de von Braun commence à se réaliser. La fusée qui enverra un homme sur la Lune s'appellera Saturne V. Elle aura des dimensions colossales, 110 mètres de haut. Sur le papier, le voyage est déjà prévu à la seconde près. Il faudra que 3 hommes partent. 2 seulement auront l'illustre honneur de mettre le pied sur une autre planète. Ils seront installés dans un insecte étrange que l'on a déjà baptisé
le LEM. Lunar Exploration Module. Avec le sens de l'organisation qui rend les Américains si efficaces, toutes les grandes lignes du programme sont tracées. L'homme peut aller dans l'espace. Le programme Mercury l'a prouvé. Peut-il y séjourner longtemps? La réponse sera apportée par le programme Gemini. Enfin, peut-il aller vers la Lune? Ce sera le programme Apollo. Alors que les Américains visent le coup direct sur la Lune avec une fusée géante, les Soviétiques veulent d'abord établir une sorte de grande station autour de la Terre. C'est de là que partiront les engins interplanétaires. Ils n'auront plus à vaincre la terrible attraction terrestre pour s'en aller. Les Américains, de leur côté, s'entraînent à manœuvrer leur cabine spatiale. L'astronaute n'est plus solitaire, puisque dans Gemini, il y a de la place pour 2 hommes. Gemini 3, avec Grissom et Young, a pour objectif de prouver qu'une cabine peut tourner à la demande autour de son axe. Nous retrouvons Jacques Solbert au petit matin du 23 mars 1965 à Cap Kennedy. Je vous rappelle que Grissom et Young partent pour un voyage cosmique d'un peu plus de 4 heures. 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. La mise à feu. Et la fusée se lève doucement, toujours accompagnée par ses traînées de flammes, et Michel Antoine, qui est à l'extérieur, va vous décrire lui-même ce qu'il voit. La fusée vient de s'élever absolument tout droit dans le ciel, cependant que la plateforme de lancement est recouverte d'un épais nuage orange qui est en train de virer au blanc. La fusée s'est élevée, ça y est, les premières secondes critiques sont passées. La fusée atteint maintenant le plafond de sécurité de décollage et au bout de 2 minutes et 58 secondes, le premier étage de Titan va pouvoir être détaché. La fusée maintenant marque un léger mouvement vers l'est. Elle va en effet prendre la direction est-nord-est pour ensuite obliquer un peu plus tard en direction des côtes africaines. Il y a bientôt 1 minute que la fusée est partie. Les premières manœuvres viennent de s'effectuer absolument parfaitement. La fusée est encore visible parfaitement. Nous la voyons là au-dessus de nos têtes. Tout le monde ici, les milliers de personnes qui sont à la base de Cap Kennedy, lèvent la tête en ce moment. Et la fusée, dans ce ciel bleu absolument parfait, brille sous le soleil. C'est absolument magnifique comme spectacle. La fusée continue de monter pour atteindre son altitude maximum avant de prendre la direction est-nord-est. Voici les premiers nuages de la deuxième mise à feu qui viennent de sortir de la fusée. Donc le décollage, le lift-off, comme on dit ici, le lift-off vient de se passer absolument sans anicroche. Tout s'est passé d'une façon parfaite. Tous les programmes américains fonctionnent simultanément. Alors que Gemini résout les problèmes de manœuvrabilité, le programme Ranger s'intéresse à la Lune de plus près. Il faudra bien déterminer un site d'atterrissage pour les futurs vols Apollo. Après toute une série d'échecs, le 28 juillet 1964, Ranger s'écrase sur la Lune. Mais avant de disparaître dans un immense nuage de poussière, il transmet plus de 4000 photos. Sur leurs écrans de télévision, les Américains voient la Lune comme s'ils y étaient. Nous sommes devant des écrans géants de télévision ici au Cap Kennedy, alors que Ranger est maintenant à 150 km de la Lune et que toutes les télévisions américaines transmettent en direct les images excellentes d'ailleurs en provenance des caméras fixées sur la fusée. Excellent view of the rills, excellent view of the small craters. We're coming up on 1 minute to impact, 90 miles above the surface. Dans 30 secondes, Ranger touchera la Lune. Nous voyons la Lune maintenant presque comme si nous y étions. Tous les détails, le relief de la Lune apparaît sous les yeux, grandissant de seconde en seconde. En 20 secondes, Ranger 9 touchera la Lune. Et voilà, Ranger 9 vient de toucher la Lune, a transmis plusieurs milliers de photos grâce aux 6 caméras qui se trouvaient à bord. Des photos qui arrivaient selon les caméras au rythme de 5 par seconde ou bien de 1 toutes les 2 secondes, car chaque caméra transmettait à une vitesse différente. L'expérience est donc particulièrement réussie. Von Braun est devenu un homme célèbre. On sait maintenant que la mission qu'il s'est assignée
sera réalisé. Au moment de Gemini 5, il n'hésite pas à répondre aux questions des journalistes. Monsieur Werner von Braun, que pensez-vous de l'expérience Gemini 5? Well, I was of course a little disappointed to hear that it was postponed, but J'ai bien entendu été un peu déçu par le retard de l'autre jour, mais ce matin, le compte a repris. Je pense que ce voyage a été aussi bien préparé que les précédents Gemini. On ne peut faire mieux que ce qui a été fait. Je pense même qu'on aurait pu lancer Gemini avant-hier. Mais les instruments de télémesure ne fonctionnaient pas, et dans ce cas, la valeur de l'expérience aurait été diminuée. Le fait que ça a été retardé de 48 heures prouve qu'on ne veut prendre aucun risque et qu'on ne se satisfait que de la perfection. Mais bien entendu, M. Werner von Braun n'est pas directement intéressé au programme Gemini. Son objectif, c'est l'homme sur la Lune, autrement dit, le projet Apollo. Nous lui avons donc demandé quand il pensait que le premier Américain poserait le pied sur la Lune. Well, we are scheduled to do it in 1969 or Nous l'avons earlier. prévu pour 1969 ou plus tôt. Ma responsabilité consiste à fournir la grande fusée. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on ferait bien de réussir avant 1969, autrement, je serais au chômage. Et les programmes suivent leur cours avec des hauts et des bas, mais jamais avec un accident. Gemini est manœuvrable. Il faut maintenant prouver que la capsule peut réussir un rendez-vous et un accostage dans l'espace. De Cap Kennedy, des fusées Agena s'envolent. Des cabines Gemini les rejoignent et réussissent ce que les Américains appellent le docking. Cette opération sera capitale quelques années plus tard, lorsque le LEM de l'opération Apollo rejoindra la cabine mère après le départ de la Lune. Tout va bien. Quant aux Soviétiques, ils ont du mal à séparer vraiment la conquête spatiale de la politique. Est-ce un défi? Le 16 juin 1963, c'est une voix de femme qui retentit dans les haut-parleurs des salles de contrôle. Valentina Tereshkova, celle que l'on a surnommée la Mouette, allait faire parler d'elle dans les chaumières. Voici sa conversation avec Valéry Bykovsky, qui avait été lancé, lui, 2 jours auparavant, à bord de Vostok 5. Dans le cosmos, la voix de Valentina est calme, aussi calme que celle des cosmonautes masculins. Les femmes américaines crient à l'injustice. Elles veulent, elles aussi, connaître les joies de la non-pesanteur. Les femmes américaines réagissent violemment au lancement dans l'espace de Valentina Tereshkova. Ce ne fut une surprise pour personne, tout le monde s'y attendait, car pour une fois, on connaissait les intentions soviétiques à l'avance. Ce qui n'empêche pas les femmes américaines d'avoir ressenti une profonde blessure d'amour-propre. Car ici, aux États-Unis, les femmes se considèrent toujours comme les descendantes des pionniers de la marche vers l'Ouest. Elles estiment avoir prouvé à maintes reprises au cours de l'histoire qu'elles étaient les plus audacieuses du monde. Or, depuis ce matin, c'est terminé. Jamais une femme américaine ne pourra dire qu'elle a été la première dans l'espace. À Paris également, l'effervescence est grande. Ah, vaut mieux ça, d'une femme. Bon, elle a certainement autre chose à faire qu'à s'amuser à découvrir l'espace. Il y a suffisamment d'hommes sur la Terre pour se livrer à ce petit jeu. Quant à Khrouchtchev, il ne manque pas l'occasion de se rendre populaire en adressant familièrement ses félicitations à Valentina par la voix des ondes. Я вас очень хорошо слышал. Вас называют Чайка. Вы мне разрешите вас называть просто Валя. Валентина. Я очень рад. Je vous entends très bien. On vous appelle Mouette, mais permettez-moi de vous appeler tout simplement Valia, Valentina. Je suis très heureux et je suis fier, paternellement, qu'une fille de chez nous, une jeune fille du pays des Soviets, soit la première à voler dans l'espace en possession des moyens techniques les plus perfectionnés. Et les Soviétiques vont plus loin encore.
ils habillent l'un de leurs cosmonautes d'une combinaison spéciale. À bord de Voskhod 2, le 18 mars 1965, Alexis Leonov ouvre la porte et sort dans le vide absolu. C'est une expérience grisante, mais épuisante et dangereuse. Écoutez la voix de Leonov alors qu'il marchait dans l'espace. Les Américains écoutent avec beaucoup d'intérêt cette conversation. Quant à la télévision soviétique, elle décrit ce qui se passe, mais avec un certain retard, comme d'habitude. Ici, Moscou. Voici les dernières nouvelles sur le lancement du vaisseau cosmique Voskhod 2. Aujourd'hui, à 11h30 heure de Moscou, un cosmonaute soviétique est sorti pour la première fois au monde du vaisseau dans l'espace cosmique. Un nouveau système de télévision spécial a permis de filmer la sortie d'Alexis Leonov dans l'espace cosmique, son travail en dehors du vaisseau et son retour. Tout marche trop bien. L'inquiétude gagne le monde. Il est impensable que des mécaniques aussi complexes puissent répondre avec tant de précision aux sollicitations humaines. Tout est dangereux en matière spatiale, depuis le moment du départ, lorsque l'astronaute est assis sur une véritable bombe, jusque dans le vide. La défaillance d'un système de climatisation, et c'est la mort. Rappelez-vous de ce qui s'est passé au moment du départ de Gemini 4 avec Edward White et James McDivitt, le 3 juin 1965. 20h, cela fait maintenant 3h45 que Gemini 4 tourne autour du globe. Oui, le compte à rebours avait été interrompu pendant 1h16 par suite d'une défaillance dans les circuits électriques de la tour de la Grande Tour qui soutient la fusée. Il s'agissait d'un ennui mineur, certes, mais pour certains, c'était déjà un mauvais présage. Le président Johnson, lui, et vous avez pu le constater sur vos petits écrans, était très tendu durant le suspense du compte à rebours. Il avait placé sur son récepteur de télévision un talisman, un morceau de câble enchâssé dans un globe de verre. Il s'agissait d'un morceau de câble qui reliait la fusée de John Glenn, le premier cosmonaute américain, à la Terre. 2 minutes après le lancement, le président a simplement déclaré « Tout s'est bien passé, nos prières sont exaucées, elles accompagneront White et McDivitt jusqu'à leur retour. » En aviation, on dit qu'un problème n'arrive jamais tout seul. Les ennuis arrivent toujours en série. Dans l'espace, c'est la même chose. Pour Gemini 4, Edward White devait sortir dans le vide comme Leonov. L'opération n'a pas été possible. Vers 19h heure de Paris, White, au moment où on attendait sa sortie hors du véhicule spatial, a brusquement annoncé qu'il avait renoncé à sortir. Il préférait rester à l'intérieur pendant une révolution supplémentaire. Il aurait fallu faire trop vite les dernières vérifications et les derniers préparatifs, et il avait donc renoncé. Je voudrais d'ailleurs vous faire entendre les propos du commandant de bord, James McDivitt, annonçant dans le centre de contrôle de la NASA qu'il avait renoncé à sortir du véhicule. Jusqu'à présent, tous les engins qui se sont approchés de la Lune l'ont frôlée ou bien se sont écrasés sur elle. Faire atterrir en douceur un satellite automatique pose des problèmes d'une infinie complexité. Il ne faut pas que le moteur s'arrête trop tôt, car c'est la chute libre. Il ne faut pas qu'il s'arrête trop tard, car c'est le rebondissement et la destruction. Il faut viser juste. Ce sont les Soviétiques qui réussiront les premiers cet exploit avec Luna 9. Le 31 mars 1966, Luna 10 se satellise autour de la Lune. Des sondes Vénus et Mariner partent vers Mars et vers Vénus. Ces voyages dans l'immensité durent des mois et des mois. Malgré la distance, les engins arrivent à envoyer des renseignements et des photos. Des satellites de télécommunication sont placés autour de la Terre. Ils permettent des liaisons de télévision en direct d'une rive à l'autre de l'Atlantique. Avec la série des Molnia, le bourgeois de Moscou et le moujik de Vladivostok voient en même temps sur leur écran le même défilé sur la place rouge. Et puis, les Américains en arrivent à la finale de leur programme, c'est-à-dire la série des vols Apollo.
La fusée Saturne V a été essayée. Les techniciens de la NASA méprisent parfaitement ce produit capricieux qu'est l'hydrogène liquide. La cabine elle-même a été expérimentée. Tout va bien, c'est l'euphorie. On n'imagine pas qu'un accident puisse arriver. Pourtant, le 28 janvier 1967, Virgil Grissom, Edward White et Richard Chaffee s'installent pour une répétition de routine à bord de la cabine Apollo. Une fausse manœuvre se produit. L'alimentation en électricité de la cabine est doublée. Une étincelle jaillit, et en quelques secondes, dans l'atmosphère d'oxygène pur, c'est l'enfer qui se déchaîne. Les 3 hommes meurent brûlés vifs. Ce sera un coup d'arrêt dans la conquête américaine, un coup d'arrêt qui durera 18 mois. Les Soviétiques n'ont pas encore eu d'accident, du moins officiellement. Le 23 avril 1967, ils envoient dans l'espace Soyouz, une cabine géante capable de recevoir au moins 6 cosmonautes. Un seul est à bord, c'est un vétéran, le colonel Kamarov. Au moment du retour, le parachute est mal éjecté. Soyouz s'entortille dans les suspentes et c'est une vertigineuse chute libre qui se terminera par la mort du colonel. Pourtant, selon Radio Moscou, tout avait bien commencé. Soyouz 1 a été lancé dans des conditions tout à fait particulières. L'agence TASS a annoncé le lancement en pleine nuit, alors qu'il était 4 heures du matin à Moscou. Or, d'habitude, ce genre d'annonce a lieu vers les 10 heures du matin, évidemment pour que tous les citoyens soviétiques puissent entendre la bonne nouvelle à la radio. La radio, justement, a annoncé le lancement de Soyouz 1 à 6 heures du matin, heure de Moscou, par la voix de Lévitan, le célèbre speaker des grandes occasions. D'ailleurs, écoutez, c'est impressionnant. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 6 часов 4 минуты. Передаем сообщение ТАСС. D'après les informations que j'ai pu recueillir, Soyouz 1 a été lancé par une fusée d'un type tout à fait nouveau. Il s'agirait d'une fusée d'une très grande puissance, très supérieure à celle des énormes Saturne V. Ce sont les dernières fusées américaines. Ce genre de fusée employée aujourd'hui par les Russes pourrait porter un engin de 50 tonnes. Or, vous voyez que toutes les conditions seraient remplies pour un lancement vers la Lune. Les téléspectateurs soviétiques devaient entendre la voix de Komarov, son dernier message. Je transmets mes salutations au peuple soviétique. Enfin, Komarov, cette fois, a ajouté que je suis particulièrement fier d'accomplir cette tâche qui marquera solennellement le 50e anniversaire de la Révolution d'octobre. On a beaucoup parlé de malchance dans ces 2 accidents. En fait, il n'en est rien. Les Soviétiques et les Américains, chacun de leur côté, ont péché par excès de confiance. Il était anormal qu'une alimentation électrique soit doublée dans la cabine Apollo. Il était impensable qu'un parachute soit mal éjecté dans le cas de Soyouz. Alors, avec humilité, à Baïkonour comme à Cap Kennedy, les ingénieurs ont tout recommencé. Un nouveau Soyouz a vu le jour, une nouvelle cabine Apollo a été expérimentée. Le grand jour de la conquête spatiale fut incontestablement Apollo 8, avec Frank Borman, James Lowell et William Anders. Le 21 décembre 1968, l'équipage remit à feu le moteur de la fusée Saturne V pour atteindre la vitesse fantastique de 40 000 km à l'heure. Grâce à cette impulsion, Apollo 8 part en direction de la Lune. La trajectoire est calculée de telle façon que la cabine doit, quoi qu'il arrive, revenir sur la Terre après avoir effectué une sorte de 8 à l'échelle spatiale autour de la Lune. 2 jours plus tard, Apollo 8 se met en orbite à 110 km de la Lune. L'homme est vraiment entré dans l'ère spatiale. Personne n'oubliera les prodigieuses photos du clair de terre vu de la Lune. Personne n'oubliera non plus cette réflexion de Frank Borman contemplant cette boule bleutée à près de 400 000 km de distance. Mon Dieu, qu'elle est belle. L'homme pouvait aller près de la Lune, c'était prouvé. Il fallait maintenant expérimenter le LEM autour de la Terre.
Ce fut le rôle d'Apollo 9, le 3 mars 1969. D'énormes flammes apparaissent au bas de la fusée s'élève lentement, l'onde de choc va nous arriver dans quelques secondes, il va y avoir un véritable tremblement de terre, voici le bruit. La tribune de presse commence à trembler, on a l'impression que des bombes tombent autour de nous. C'est un tremblement de terre extrêmement puissant qui est enregistré jusqu'à New York. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre tant le bruit est violent et puissant. La fusée se trouve maintenant à une centaine de mètres d'altitude, elle disparaît dans les nuages et je crains hélas que nous puissions voir la séparation du premier étage. Tout ne s'est pas déroulé sans incident, mais des incidents vraiment mineurs, tant la fiabilité du matériel était grande. Il apparaît que le computer de bord, c'est-à-dire l'ordinateur qui règle tout le vol, ne fonctionne pas bien et ne donne pas satisfaction. L'instant le plus émouvant de l'expérience fut sans doute la séparation entre le LEM et la cabine Apollo. Émouvant et spectaculaire, car le LEM n'était pas capable de revenir tout seul sur la Terre. On dit que lorsque le vin est tiré, il faut le boire. Lorsqu'on est sorti d'une cabine Apollo, il faut y retourner. L'arrimage s'est passé rigoureusement comme prévu et rigoureusement à l'heure prévue. La cabine Apollo a avancé d'une quinzaine de mètres. Elle a effectué un retournement de 180 degrés de façon à se trouver nez à nez avec le LEM. Lorsqu'elle s'est trouvée parfaitement dans l'axe, elle s'est avancée. Les deux vaisseaux cosmiques se sont accrochés l'un à l'autre et il y a exactement 10 minutes, un ressort a éjecté l'ensemble du troisième étage de la fusée Saturne, ce qui fait qu'en ce moment, le LEM et la cabine Apollo 9 ne font plus qu'un seul vaisseau cosmique. Tout fonctionnait bien autour de la Terre, alors pourquoi ne pas l'expérimenter autour de la Lune? Le 18 mai 1969, Stafford, Young et Cernan prennent le chemin de la Lune à bord d'Apollo 10. Ils recommencent à 100 km de l'astre ce qui avait été réalisé autour de la Terre. Mieux encore, ils allongent leur trajectoire et le LEM s'approche de la Lune à moins de 20 km. Les hommes sont parfaitement entraînés. Les adversaires de l'astronautique prétendent qu'ils sont conditionnés, ce ne sont plus des hommes. En fait, les astronautes ont une confiance aveugle dans leur matériel et ils s'expriment avec le même calme que s'ils étaient dans un salon. Apollo 10, Houston, over. Roger, Houston, Apollo 10, you can tell the world that we have arrived. Roger, 10, it's good to hear from you. I couldn't believe this thing. Ok, vous avez entendu, vous pouvez dire au monde entier que nous y sommes arrivés. C'est par cette phrase que John Young a donc prévenu le centre de contrôle de Houston et le monde entier qui était à l'écoute de la réussite de l'opération. Enfin, le LEM se détache et s'inscrit sur une trajectoire particulière qui frôle la Lune à moins de 20 km. C'est une journée importante pour les cosmonautes d'Apollo 10. Snoopy, le véhicule d'exploration lunaire, va se séparer de Charlie Brown, la cabine Apollo. Il sera aux environs de 20 heures, heure de Paris, et ils descendront à bord de cette cabine par deux fois à 15 km du sol lunaire. Il n'y aura pas de retransmission de télévision en couleur, mais ils prendront des photos qui promettent certainement d'être tout à fait fantastiques. Il ne restait plus qu'une chose à faire, atterrir sur la Lune. Ce fut le rôle d'Apollo 11 avec Armstrong, Aldrin et Collins. Le début de la plus prodigieuse histoire de l'humanité eut lieu au petit matin du 16 juillet 1969 sur le pad de lancement numéro 39 à Cap Kennedy. Succès total. Il était prouvé qu'un homme pouvait se poser sur la Lune. Il fallait maintenant vérifier qu'il pouvait le faire en un endroit parfaitement déterminé. Ce fut la mission d'Apollo 12, sa cible étant Surveyor 3, lancé 1 an et demi auparavant. Cap Kennedy, le 14 novembre 1969, à 17h22. Le sang-froid des astronautes fut mis à rude épreuve dès le départ. Pour une raison mal déterminée, toute l'alimentation électrique de la fusée s'est trouvée coupée. C'est à 800 mètres d'altitude que la fusée Apollo, semble-t-il, a été frappée par la foudre. En fait, on n'en sait trop rien car une conférence de presse vient d'être donnée actuellement par Walter Briand, qui est directeur du lancement, et Thomas Strasford, qui est un astronaute. Et ils disent, nous sommes en train d'analyser un petit peu ce qui s'est passé pour en tirer les conclusions, mais a priori rien de grave. Simplement, la foudre a déconnecté les piles à combustible et nous sommes passés sur autonomie par batterie. Et puis, ce fut l'arrivée sur la Lune, le mercredi, à l'heure du petit déjeuner, à moins de 200 mètres
de la cible prévue. À 11 minutes 56 secondes exactement, eh bien, le moteur s'est coupé. L'un des palpeurs de l'un des 4 pieds a touché le sol lunaire. Ces palpeurs sont des petites tiges assez fragiles qui font 1 mètre de long. Dès que l'une de ces tiges se coupe au contact avec le sol, une lampe s'allume. Et lorsque les 4 tiges sont coupées, 4 lampes s'allument. Et cela signifie pour le pilote du LEM que les 4 pieds sont posés sur la Lune. Là, il s'est produit quelque chose d'un peu anormal. Lorsque l'une des lampes s'est allumée, eh bien, tout simplement, Conrad a coupé le moteur. Or, le LEM était encore à environ 1,80 m du sol. Et le LEM s'est posé donc un petit peu plus rudement qu'il n'aurait dû le faire. Et il y a eu d'ailleurs, là encore, cela a tourné à la plaisanterie, il y avait des pilotes dans la salle de contrôle et ils ont dit « Ah, ça c'est bien l'atterrissage de marin ». Et puis Conrad et Bin se sont promenés sur la Lune, ont installé du matériel, ont rejoint Surveilleur 3. Les 2 hommes travaillent d'arrache-pied, ils ont réussi à rattraper le retard, ils sont maintenant normalement en parallèle avec leur plan de travail et ils ont déployé notamment l'écran de vent solaire. Ils sont en train maintenant de passer à la phase proprement dite du déploiement de tout l'équipement scientifique sur cette surface. Quant aux Soviétiques, ils renoncent délibérément à la Lune, du moins pour l'instant. Avec le vol groupé de Soyouz 5 et 6, ils préfigurent ce que sera leur grande plateforme orbitale. Dans 10 ans, l'homme sera sur Mars. Werner von Braun nous l'a promis, et c'est un homme de parole. Les Américains vont faire comme les Soviétiques, c'est-à-dire réaliser une grande plateforme orbitale. Tout est possible maintenant. Une dizaine de fusées Saturne V seraient capables d'assembler autour de la Terre une structure pratiquement aussi grande que la Tour Eiffel. Auditeur de la radiodiffusion française, au micro, Roland Dordain. Mesdames et messieurs, le directeur de la radiodiffusion française voudrait tout d'abord vous demander pardon de bousculer vos habitudes. Mais quand vous saurez que nous avons bouleversé nos programmes habituels pour vous faire vivre ce que nous avons appelé l'opération Radio-Terre, alors peut-être dans 30 heures, vous nous pardonnerez. Radio-Terre, c'est un programme d'information. Mais ce programme d'information sera aussi, si vous le voulez bien, prolongé d'un programme de réflexion. Vous faire réfléchir avec les plus grands savants à ce qui se passe et au prolongement de ce qui va se passer dans quelques heures, c'est aussi le but du programme de Radio-Terre. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous voulons faire. Vous informer, vous permettre de réfléchir avec nous sur la portée de l'événement et aussi peut-être vous distraire et vous faire rêver. Voilà, c'est de cette façon l'opération Radio-Terre. C'était le 20 juillet 1969. Nous vous présentons aujourd'hui une rétrospective, un florilège des moments les plus émouvants de ce qu'un critique de radio a bien voulu appeler les 30 heures les plus longues. « 20 juillet, 19h11. Ici, Houston. Dans 11 secondes maintenant, le moteur des fusées RCS, c'est-à-dire des fusées latérales du module lunaire, vont être mis à feu pour séparer le module lunaire de la cabine. C'est une opération extrêmement facile du fait que les 2 navires cosmiques sont maintenant séparés, sont maintenant déverrouillés. Il suffira d'une poussée extrêmement faible de l'un de ces petits moteurs pour que le LEM s'éloigne lentement de la cabine Apollo. Il y avait déjà 2 vaisseaux cosmiques puisque le désarrimage avait eu lieu. Maintenant, ce sera vraiment 2 engins complètement séparés. Le LEM est déjà branché sur sa puissance électrique interne avec sa pile à combustible. Jean-Claude Eberlé, je crois que l'on annonce précisément cette mise à feu. La mise à feu a été effectuée. Maintenant, Aldrin la confirme
à Houston, et Houston et le module lunaire, c'est-à-dire Houston et Aigle, sont en train de collationner les chiffres affichés sur la console, les écrans, si vous voulez, de leurs calculatrices de bord respectives. 20 juillet, 21h10. Ici, Houston. Nous sommes à quelques secondes de la phase finale de descente. À partir de maintenant, les choses sont extrêmement sérieuses. Aldrin et Armstrong, qui n'ont pas été très bavards jusqu'à présent, parlent peut-être encore moins. Et les seuls Stop pour la mise à feu du moteur principal de descente du LEM. Et les seules conversations qu'on enregistre en ce moment entre le LEM et le centre de contrôle sont des conversations hachées, quelques mots brefs, quelques chiffres, vous les entendez comme nous d'ailleurs, avec aussi quelques difficultés de communication. Je pense que vous entendez au-dessous de ma voix ou au-dessus de ma voix cette sorte de friture qui est apparue à l'instant même et qui déjà plusieurs fois, depuis que le LEM s'est séparé de la cabine, a marqué les communications entre ce LEM et le centre de contrôle de Houston. Ce moteur doit fonctionner pendant 12 minutes exactement. Ce sont les 12 minutes les plus longues de toute l'histoire de l'astronautique. Ce moteur est extrêmement maniable puisqu'on peut faire varier sa puissance et que l'on peut faire varier la direction de sa poussée. Sa puissance peut varier de quelques kilos à plusieurs tonnes. C'est-à-dire que la vitesse du LEM peut varier seulement de quelques pieds par seconde, c'est-à-dire de quelques mètres, 1 mètre ou 2 mètres par seconde. C'est vous dire à quel point ce moteur peut répondre avec beaucoup d'efficacité aux sollicitations de son pilote automatique, qui est lui-même commandé par l'ordinateur de bord et qui est lui-même commandé par la radiosonde. Pour l'instant, tout est toujours entièrement automatique. Le LEM doit se trouver à une dizaine de kilomètres de la surface de la Lune. Je vous rappelle que ce moteur sera arrêté environ 1 seconde avant l'impact et là, le LEM se posera à une vitesse relativement faible, voisine de celle d'un hélicoptère, et les amortir le choc. Bien sûr, il y a cette terrible inconnue maintenant de savoir quelle sera la consistance du sol sous les pieds du LEM. Dans la salle de contrôle de Houston, que nous avons sous les yeux grâce à un circuit fermé de télévision, les dos se sont un peu arqués sur les tables. On sent que dans cette salle de contrôle, l'atmosphère est très tendue. Chaque homme est à sa place, prêt à évaluer n'importe quel défaut de trajectoire, n'importe quel défaut de manœuvre qui pourrait éventuellement intervenir à l'intérieur du module lunaire. Voilà, la dernière décision est prise. Pour la phase de descente finale, la décision est oui. La manœuvre qu'effectue en ce moment le LEM est assez simple à décrire finalement. Au moment où a commencé cette dernière phase de descente, le LEM se trouvait pratiquement les fenêtres en bas par rapport à la surface lunaire. Et lorsque cette manœuvre sera terminée, c'est-à-dire au moment où le LEM va amorcer la descente purement verticale, les 175 derniers mètres jusqu'à la surface, à ce moment-là, bien sûr, les fenêtres du LEM seront en position haute, ce qui signifie que le LEM sera déjà en position d'atterrissage, ses 4 pattes largement écartées sous lui, et à la recherche, bien sûr, de l'endroit précis où Aldrin pourra le poser. Nous approchons maintenant de ce que, dans leur jargon, les techniciens de la NASA appellent la High Gate, si vous voulez, la grille haute. Cette grille haute a été fixée à 7000 pieds d'altitude, à peu près 2300 mètres au-dessus de la surface. Et c'est à partir de ce moment-là que le module lunaire peut être aussi bien piloté automatiquement que manuellement, jusqu'à une portion qui s'appelle Low Gate, c'est-à-dire la grille basse. La grille basse est à 500 pieds, 175 mètres au-dessus de la surface. À ce moment-là, c'est le colonel Aldrin et le civil Armstrong qui ont tout dans leurs mains. Altitude du LEM, 3000 pieds. Tous les contrôles sont parfaits. Le LEM approche maintenant de la période de descente verticale. Il approche des 175 derniers mètres. Je vais vous laisser écouter beaucoup plus maintenant la voix de Houston et la voix de Aldrin, en espérant que vous pourrez comprendre l'échange de dialogue. Vous allez entendre surtout des altitudes. Altitude 1600. 1600 pieds. 1400 feet, still looking very good. 1400 pieds. Tout va bien. Roger, 1202, we copy it. 1200 pieds. 35 degrees. 35 degrees. 750, coming down to 23. 700 feet, 21 down. 33 degrees. 100 feet, down at 19. 1000 pieds. À peine plus de 300 mètres. 140 feet, down at 30. Down at 15. And 400 feet, down at 9. 400 pieds. Stay forward. 150 feet, down at 4. La vitesse se rapproche de 3 km 600 à l'heure. 11 forward.
forward, coming down nicely, 200 feet, 4.5 down, 5.5 down. On corrige la position du LEM avec un certain nombre de chiffres, vous avez pu le noter au passage. 6.5 down, 5.5 down, 9 forward. Good. 20 feet. Tout va bien. 100 feet, 3.5 down, 9 forward. 100 pieds. Il reste 50 secondes. Down 2.5. C'est fait. C'est fait. Le LEM est posé. Forward. Le LEM est posé sur la surface lunaire. Nous n'entendons pas la voix d'Aldrin et d'Armstrong. Il faut dire que pour l'instant, ils ont toute autre chose à faire que de décrire la surface lunaire ou leurs émotions. Ils obéissent strictement aux ordres qui leur sont donnés du sol, ou plus exactement, ils contrôlent sur leurs écrans, à l'intérieur du module lunaire, ils contrôlent les chiffres que répètent avec eux les techniciens du centre de Houston. Le moteur a été coupé à environ 5 mètres du sol, ce qui a permis à l'appareil de se poser à une vitesse acceptable pour ses amortisseurs et pour la structure en général. En ce moment, l'équipage doit vérifier tout ce qui se passe à l'intérieur de façon à pouvoir repartir immédiatement s'il y avait la moindre défectuosité. Premier commentaire de Houston adressé à Aldrin et à Armstrong dans leur LEM posé sur la Lune. Il y a ici à Houston une bande de gars qui sont sur le point de tourner au bleu. Nous commençons enfin à respirer de nouveau. Armstrong arrive à voir jusqu'à plusieurs centaines de pieds distance de son module lunaire à travers sa fenêtre. Il perçoit quelques collines, en tout cas une, et ça se situe bien sûr dans la mer des Tranquillités. « 21 juillet, 3h56. Ici, Houston. Nous sommes maintenant en principe à quelques secondes de la sortie d'Armstrong. Dans la salle de contrôle de Houston, les têtes maintenant ne sont plus seulement fixées sur les écrans des consoles, mais aussi de temps en temps se lèvent vers l'écran de télévision géant qui est au-dessus d'elle. La porte du LEM est ouverte. Armstrong a prononcé 5 mots pour expliquer ça. Je vais voir si elle s'ouvre. Et quelques secondes après, on a entendu c'est ouvert. Toujours aussi laconique, toujours aussi peu loquace. Aldrin, lui, ne dit rien. Armstrong est sur la plateforme maintenant. Il a passé successivement en revue tous les systèmes de son appareil et de sa combinaison pressurisée. Il est maintenant sur la plateforme, nous n'avons pas encore d'image pour l'instant, et il est en train de donner systématiquement au centre de contrôle de Houston le rapport précis de tous ses mouvements jusqu'au plus infime mouvement. Il vient faire savoir à Houston que son équilibre et sa stabilité étaient bons. Il vient de se pencher légèrement en avant, puis en arrière, puis de chaque côté. Est-ce que tout est prêt maintenant? Est-ce que tout vous paraît normal? A demandé Houston à Armstrong. Réponse, oui. Les images arrivent, attention. L'image est là, vous entendez la salle de presse de Houston qui applaudit. Pour l'instant, on ne distingue pas grand-chose, cette image qui paraît assez floue, mais il faut dire qu'il n'y a pas tellement de recul. On aperçoit une fraction du sol lunaire, je pense que c'est cela. Il y a une zone très claire qui barre une zone d'ombre, et on voit l'un des pieds du LEM et le haut de l'échelle. L'image a changé maintenant. Elle semble avoir été inversée, ça c'est curieux. Et on voit le pied d'Armstrong qui descend avec beaucoup de précaution vers le barreau suivant. Et effectivement, Armstrong suit les conseils que lui a donné encore récemment le Dr Berry et descend extrêmement lentement avec beaucoup de précaution. Il faut un temps infini, semble-t-il, à ce pied pour atteindre le barreau suivant. C'est fait! C'est le pied gauche. Pied sur la surface, en effet, c'est le pied gauche. L'image n'est pas tout à fait nette, mais nous avons Armstrong de face. Il a les 2 pieds sur le sol lunaire. Il a dû faire à peu près 2 pas sans lâcher les barreaux de l'échelle. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il a un peu tourné en rond toute cette échelle. Ce qui fait qu'à tout moment, au moindre faux pas, il peut toujours se rattraper. Enfin, c'est tout de même le premier pas sur la Lune. Auparavant, d'ailleurs, il a effectué un certain nombre d'opérations que nous avons vues, que nous n'avons pas pu décrire en même temps. Par exemple, il a évalué jusqu'où s'enfonçait sa chaussure dans le sol. Il a essayé d'évaluer sa notion d'équilibre sur ce sol lunaire. Il a essayé d'évaluer aussi quelle était la meilleure longueur de pas. Il a évalué aussi son adhérence au sol, en quelque sorte, avec ses chaussures spéciales qui sont très larges.
qui sont striés de manière à s'accrocher au sol. Maintenant, Armstrong est totalement autonome. Il a lâché le pied du lemme. Il marche un petit peu plus vite, avec un peu plus d'aisance qu'il y a quelques instants. Premières observations d'Armstrong. La surface paraît assez belle. Le mot américain fine est difficile à traduire dans ce cas. Elle est poudreuse. On a l'impression qu'on pourrait la conserver entre ses orteils si on était pieds nus. Et j'ai sur la semelle de mes chaussures, de mes bottes, une espèce de poudre de charbon. On a l'impression que Armstrong s'est maintenant éloigné de plusieurs mètres du lemme. Il a dû faire cette première collecte, car dans son programme, il devait collecter quelques échantillons, comme ça, au hasard, sans les sélectionner, selon un programme préétabli. On s'attendait à ce que le moteur de descente du lemme, au moment de l'atterrissage lunaire, par la poussée des gaz notamment, ne fabrique en quelque sorte un petit cratère sur la surface de la Lune. Armstrong a signalé tout de suite qu'il n'en était rien. Armstrong est maintenant revenu à proximité directe du lemme. C'était prévu dans la manœuvre. Il doit vraisemblablement commencer à vérifier tout le module lunaire, c'est-à-dire vérifier sa stabilité, le bon contact de ses pieds, la déclivité du sol, puis il examinera attentivement un des pieds particulièrement et prendra 2 photos. C'est ce qu'il a commencé à faire à l'instant, il vient de l'annoncer lui-même. Armstrong vient de photographier très exactement 2 fois un des pieds du module lunaire. Pourquoi? Eh bien, vraisemblablement, pour que l'on puisse évaluer le degré d'enfoncement de ce pied du lemme dans la surface lunaire. Nouvelle observation sur la surface. Le sol est suffisamment souple pour que j'ai pu y enfoncer mon engin à creuser de 8 inches, ce qui signifie un peu plus de 10 cm, disons à peu près 15 cm, comme c'était recommandé par le plan de vol, mais ajoute Armstrong, j'aurais pu l'enfoncer plus avant, sans problème. Il a maintenant tous les échantillons nécessaires du premier ramassage dans sa poche. Oui, c'est une poche qui est prévue sur sa combinaison. Là, Armstrong agit selon son intuition. C'est la première collecte. L'un des containers qui servira à entasser les échantillons apparaît par la porte du lemme. Armstrong prend un sac, on prend un autre, il va les emporter un peu plus loin, et c'est là-dedans qu'il va entasser, alors là maintenant, les échantillons sélectionnés. Et nous vous laissons entendre la voix de ces hommes qui, pour la première fois, foulent le sol lunaire. Arching of the back to come down. How far are my feet from the edge? Okay, you're right at the edge of the porch. Okay. Back in from small little foot movement. Porch. Aldrin est maintenant, comme l'était tout à l'heure Armstrong, sur le porch, c'est-à-dire exactement à l'extrémité de la plateforme, prêt à descendre l'échelle. Aldrin descend maintenant les marches du lemme, avec lui aussi toutes les précautions nécessaires. Dernier barreau. Il tape lui aussi le sol de la pointe du pied, comme on lui avait conseillé de le faire, c'est fait. Les 2 hommes sont maintenant sur la Lune. Aldrin tient toujours les montants de l'échelle. Il ne se détache pas, il remonte un barreau, il saute. C'est extraordinaire, évidemment, comme il n'y a pas de pesanteur, il a sauté puis il est resté tout simplement accroché en l'air, à peu près à 40 cm au-dessus du sol. Et quand on connaît le visage d'Aldrin, qui est un pince sans rire, qui est un colosse pince sans rire, on peut imaginer que derrière son casque, Aldrin sourit. C'est un test qui avait été maintes fois répété par les astronautes, c'est tout simplement pour évaluer la pesanteur lunaire. Aldrin essaie lui aussi son équilibre et sa stabilité, les bras légèrement écartés. Il avance avec beaucoup de prudence lui aussi. Observation d'Aldrin maintenant sur la surface du sol. Je ne peux pas en dire beaucoup, dit-il, car la lumière n'est pas excellente. Il semble, de mon point de vue, que ça ressemble à une roche grisâtre ou noirâtre. Armstrong vient qu'il a quelques difficultés à assurer sa notion de direction. Armstrong est en train de dévoiler la plaque qui doit rester sur la Lune. Il la lit. Ici sont venus les hommes de la planète Terre qui, pour la première fois, ont posé leurs pieds sur la Lune. Juillet 1969, nous sommes venus en paix au nom de toute l'humanité. Cette plaque, vous savez, est signée des 3 hommes de l'équipage et du président Nixon. C'est fait maintenant, la plaque a été dévoilée.
Rappelons que Armstrong doit aussi déposer sur le sol de la Lune deux médailles qui avaient été décernées à Yuri Gagarin et au colonel Komarov, ces deux cosmonautes soviétiques qui avaient trouvé la mort, l'un dans un accident d'avion au cours d'un entraînement et l'autre à l'issue d'un vol spatial avec Soyouz 1. De la même manière, Armstrong et Aldrin doivent déployer deux drapeaux américains, les drapeaux des 50 États, le drapeau aussi de plusieurs pays qui ont demandé cette faveur et le drapeau des Nations Unies. La plupart de ces drapeaux seront ramenés sur la Terre. Le drapeau américain, lui, restera. Vous avez parlé tout à l'heure des deux médailles soviétiques. Il ne faut pas oublier non plus les trois médailles américaines à la mémoire de Grissom, White et Chaffee. Armstrong a repéré à quelques dizaines de mètres un roc qui a des aspérités anguleuses et qui paraît dur. Les deux astronautes s'affairent autour du drapeau. L'un d'eux a vérifié qu'il se tenait déployé. Ils sont au garde à vous. Ils sont au garde à vous dans le drapeau, absolument immobiles, les bras le long du corps. C'est vraiment étrange, une telle cérémonie à près de 400 000 km de la Terre. Représentez-vous une image, au fond, en arrière-plan, le LEM, en plan intermédiaire, le drapeau américain déployé et deux hommes immobiles au garde à vous en premier plan. Lorsqu'il a été déployé, il y a eu quelques plis tout de même que les baleines de parapluie placées à l'intérieur n'ont pas réussi à effacer. Et ces plis demeurent absolument immobiles, rien ne les fait bouger. Et cela vraiment, c'est inhabituel, c'est presque antinaturel. On n'est pas habitué à voir un drapeau flotter sans bouger du tout, du tout. Les deux astronautes maintenant s'entraînent à courir. L'un a quitté le champ de la caméra, mais nous pouvons toujours voir son ombre très longue sur le sol lunaire. L'autre est sous le LEM, sous le véhicule lunaire. Il y est déjà d'ailleurs depuis quelques minutes. Il doit vraisemblablement essayer de débarquer du LEM, du matériel, une antenne. Les ombres sont extrêmement longues. Le soleil doit être très bas sur l'horizon, ce qui donne à cette image un relief très très particulier. Le président Nixon parle aux astronautes sur la Lune. L'appel téléphonique le plus extraordinaire que j'ai jamais fait, dit-il. Pour chaque Américain, c'est la grande fierté de notre vie. Et partout dans le monde, tout le monde se joint à nous. Parce que ce que vous avez fait est devenu une partie du monde de l'homme. It inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth. Il est nécessaire pour nous de doubler nos efforts pour amener la paix et la tranquillité dans le monde. In the whole history of man, Dans toute l'histoire de l'homme, all the people on this earth are truly one. One in their pride in what you have done. tous les hommes de cette terre sont fiers de ce que vous avez fait. Safely to Earth. Et tout le monde va à terre. Armstrong et Aldrin, salut! Les deux hommes ont écouté le président Nixon parfaitement immobile et c'est impressionnant d'imaginer que près de 400 000 km séparaient les astronautes du président. C'est maintenant la suite du plan de travail que les deux astronautes vont accomplir. Ils vont installer cette fameuse sonde sismique. Ensuite, Armstrong placera sur la surface lunaire l'écran laser. Il est possible qu'il y ait encore un prélèvement d'échantillons sur la surface lunaire. Oui, ce sera le dernier d'ailleurs, et cette fois, Aldrin et Armstrong auront la charge de chercher certains types de roches qu'en principe, les savants s'attendent à trouver sur la Lune. Dernier dialogue avec le centre de Houston avant de franchir le premier barreau de l'échelle. Et voilà, Armstrong maintenant est en train de remonter, il est en train de gravir, il en est peut-être maintenant au 3e ou au 4e barreau. Il monte en direction de la partie supérieure du LEM, il est presque arrivé en haut et je dois dire qu'il a effectué cette manœuvre avec beaucoup de facilité. Armstrong est presque en haut de l'échelle maintenant. La plateforme. Va-t-il se retourner, jeter un dernier regard sur cette surface lunaire qu'il a foulée pendant 2h42 minutes?
Il est en haut de l'échelle. Ça y est, il est entré. Ah, voilà, il est entré à l'intérieur du LEM. « 21 juillet, 18h30. Ici, Houston. Nous sommes à 37 secondes du décollage du module lunaire. Armstrong et Aldrin, à l'intérieur de la cabine, viennent de finir dégrainer une série de chiffres et de les collationner avec le centre de contrôle de Houston. 16 secondes maintenant. 3. Mise à feu. C'est parti, c'est merveilleux. Tout se passe bien, signal Houston. 80 pieds secondes de vitesse. Le LEM a donc maintenant quitté la station verticale. Il est monté légèrement verticalement au-dessus du sol pour se dégager du terrain en quelque sorte. Et puis il a commencé à partir un peu sur le côté, un peu comme un hélicoptère au décollage si vous voulez. Houston continue de suivre la trajectoire du module lunaire et lui signale à peu près toutes les 20 secondes qu'il est parfaitement sur la voie tracée sur le plan de vol. Tout va parfaitement. Dans 18 secondes, l'arrêt de ce moteur. Voilà, le moteur est coupé maintenant. C'est fait et c'est confirmé par Aldrin. Dans 10 minutes et 16 secondes maintenant, l'orbite elliptique du LEM va être rendue circulaire. Et à ce moment-là, le LEM se trouvera en arrière de la cabine Apollo et à la même altitude qu'elle. « 21 juillet, 22h15. Ici, Houston. Nous sommes maintenant à quelques secondes de l'heure prévue pour le docking, c'est-à-dire pour l'arrimage du LEM et de la cabine Apollo. En principe, le LEM et la cabine Apollo maintenant sont à quelques mètres seulement l'un de l'autre, exactement sur le même plan, et la manœuvre d'arrimage est en train de se dérouler. L'opération d'arrimage consiste pour la cabine à ne pas bouger en quelque sorte, du moins ne pas varier de plan dans l'espace, et c'est évidemment le module lunaire qui, lui, fait le travail. Cette espèce de cône, cette espèce d'araignée qui est en avant de la cabine Apollo, ne sert qu'à viser en fait et à parfaitement aligner les axes. Lorsque l'accrochage automatique a été fait entre les deux vaisseaux, le commandant de bord de la cabine Apollo, c'est-à-dire Collins, retire cette espèce d'araignée, ce qui libère le passage pour que les hommes puissent passer d'une cabine spatiale à l'autre. L'arrimage a eu lieu, c'est passé normalement, et c'est maintenant dans environ 2 heures, 2h10 minutes en principe, que Armstrong, le premier, passera dans la cabine et Aldrin le suivra dans une demi-heure à peu près. Les deux vaisseaux sont maintenant réunis, il n'y a plus qu'un seul vaisseau autour de la Lune. On peut considérer que lorsque les deux hommes seront revenus dans la cabine, ce sera la fin de ce que nous avons appelé la période lunaire de ce vol Apollo 11. Werner von Braun. Ici, Houston. Monsieur le professeur, pensez-vous qu'il y ait des obstacles qui empêchent d'aller plus loin que la Lune? No, I don't think so. I think man will continue to go just as... Non, je ne pense pas. Je pense que l'homme continuera à aller aussi loin qu'il veut aller. Nous pouvons même maintenant décrire, si nous ne pouvons pas encore les construire, des vaisseaux spatiaux habités qui nous emmèneront vers les planètes. Et puis, qui sait, peut-être un jour un homme pourra-t-il quitter notre système solaire. Monsieur le professeur, où pensez-vous que l'homme en sera, disons, à la fin de votre vie? I think we will have semi-permanent stations on the moon that will be operating. Je pense que nous aurons plusieurs stations permanentes sur la Lune qui fonctionneront à peu près comme nos stations de recherche dans l'Arctique. Je pense que plusieurs stations seront sur orbite terrestre et seront déjà rentables. Il ne sera plus nécessaire aux contribuables de les financer, qui s'auto-financeront, comme les compagnies de téléphone ou de télévision. Je pense qu'il y aura encore des explorations en cours à des distances plus importantes. Je pense qu'en 1985-1990, l'homme aura peut-être posé le pied sur la planète Mars, et je pense qu'on ne s'arrêtera pas là dans un futur prévisible. Et après, je pense que ce sera aux enfants de l'imaginer.
Samedi 11 avril, Cap Kennedy, 13h13. Une fusée Saturne V décolle dans le traditionnel torrent de flammes et de fumée orange. Le grondement, le tremblement de terre n'épate plus personne. Objectif, le cratère Fra Mauro. Apollo 13 doit atterrir sur un véritable piton rocheux. Les Américains ne recherchent pas la difficulté, mais les ingénieurs doivent s'incliner devant les demandes des savants. Aller sur la Lune, c'est bien beau, ça coûte près de 2 milliards à chaque fois, il faut que ce soit utile pour la science. Mission difficile. Mais James Lowell, l'homme aux 4 vols spatiaux, est sûr de lui. Fred Hayes connaît son module lunaire comme votre garagiste connaît votre auto. Le bleu de l'équipe, John Swigert, est là, presque par accident. Il remplace un certain Matt Ely qui a commis l'erreur d'approcher quelqu'un souffrant de la rubéole. Les envoyés spéciaux de France Inter assurent le reportage du départ et prennent aussitôt l'avion pour Houston. En principe, ils ont 3 jours de tranquillité devant eux, 3 jours pour visiter cette étonnante grande ville du Texas. Lundi matin, 9h, Pierre Bouteiller sur France Inter ironise sur le manque d'intérêt que suscite Apollo 13 dans le monde. Dans l'ensemble, un bon week-end. D'ailleurs, qu'est-ce qui pouvait bien intéresser les Français pendant ce week-end? Eh bien, on peut se poser la question. Pendant qu'Apollo 13 allait vers la Lune, la plupart des Français s'intéressaient au Paris-Roubaix, couru sur des engins mécaniques munis de pédales sur lesquels on appuie, système qui permet d'avancer à une bonne quarantaine de kilomètres à l'heure. Quant à Apollo 13, c'est bien sûr de la routine. On se demande vraiment ce qu'il faudrait inventer pour que le grand public daigne s'intéresser aux exploits spatiaux. Je ne sais pas, moi, si par exemple la cabine Apollo avait été détournée par un contestataire japonais pour l'emmener sur une autre planète, on en parlerait peut-être un peu plus aujourd'hui. Mais non, aujourd'hui, l'important pour les Français, c'est Paris-Roubaix. C'est à 4 heures du matin que l'alerte a commencé. Jean-Claude Bourret et Pierre Salviac avaient téléphoné de Houston avant d'aller dormir. Par acquis de conscience, l'un d'eux est tout de même allé au centre spatial pour obtenir la confirmation que tout allait bien. Hélas, tout n'allait pas bien. Michel Forgit tenait le premier flash spécial sur l'antenne. Une brève interruption de programme pour vous donner des nouvelles de Houston, des nouvelles qui n'ont pas l'air bonnes en ce moment. En effet, il semble que l'alimentation électrique de la cabine Apollo soit en panne et qu'une explosion se soit fait entendre à l'intérieur du compartiment de service. Nous n'en savons pas plus pour l'instant, mais apparemment c'est un accident très grave. 1 heure plus tard, la NASA prend une décision déchirante qui engage presque tout son avenir. Il faut annuler l'opération lunaire. Apollo 13 doit revenir sur Terre dans les plus brefs délais. Tout est possible. Je vous rappelle tout de même cette phrase inquiétante qui a été prononcée par l'un des leaders de la NASA. Il a dit « Nous les récupérerons vivants à condition qu'il n'y ait pas le moindre incident d'ici à l'amérissage. » Le docteur Penn, les responsables du programme Apollo tiennent conférence sur conférence. Il est obligatoire que le train spatial fasse le tour de la Lune avant de revenir sur Terre. La cabine Apollo conservera son compartiment de service indisponible et aussi le LEM. Une première correction de trajectoire est ordonnée. Elle est réussie. On est certain maintenant que l'ensemble reviendra dans les parages de la Terre. Il y a tout de même une inquiétude terrible lorsqu'Apollo 13 passe de l'autre côté de la Lune. Toutes les antennes sont braquées. On attend le moindre souffle des télémesures pour être assuré que le train spatial réapparaît bien à l'horizon lunaire. Voilà, Houston appelle la cabine. Pas de réponse. Les voilà. Pas pour l'instant. Toujours pas de réponse. 38 secondes de retard. Ok. Eh bien, nous avons vécu quelques secondes angoissantes, mais ils ont répondu, vous le notez, le son est très faible. L'essentiel est tout de même de savoir que tout s'est bien passé derrière la face cachée de la Lune. Le monde entier respire un peu mieux. Mais cela ne veut pas dire que tout est réglé pour sauver les 3 hommes, loin de là. Normalement, on aurait dû mettre le moteur à feu. Nous sommes en train d'essayer d'obtenir confirmation. Attitude looks good at this point. You're looking good vient de dire Houston, donc tout va bien. Cette opération se burn, comme disent les Américains, c'est-à-dire cette mise à feu du moteur, parce qu'en fait, en 3 étapes, pendant les 5 premières secondes, le moteur ne fonctionne qu'à 10% de la puissance. Pendant les 21 secondes suivantes, à 40% de la puissance. Et c'est seulement pendant le reste du temps fixé pour cette mise à feu, c'est-à-dire pendant 3 minutes et 54 secondes, que ce moteur de l'étage de descente fonctionne à pleine puissance, un peu plus de 4 tonnes de poussée. Cela de façon à pouvoir pondérer exactement la force que l'on veut donner à ce train spatial retour vers la Terre. En aviation, un incident n'arrive jamais seul. Il y a toujours une cascade. En astronautique, c'est la même chose.
Et peu à peu, les voyants d'alerte s'allument sur le tableau de bord de Hayes. Brusquement, l'air que respirent les trois hommes devient trop riche en gaz carbonique. À tout moment, ils peuvent être asphyxiés. Oui, effectivement, les astronautes ont signalé à Houston qu'il y avait une présence anormale de gaz carbonique dans la cabine. Au centre de contrôle à terre, des essais sont effectués en ce moment au laboratoire pour essayer de déterminer si cette atmosphère viciée risque de compromettre l'opération sauvetage. Mais nous avons des précisions, Jean-Claude Berlet? Il y a normalement en formation de gaz carbonique dans la cabine Apollo et ce gaz carbonique doit être normalement absorbé par des tablettes à base de lithium. C'est une opération qui est bien connue. Ce qui s'est passé, c'est que les trois astronautes ont un peu cherché à économiser, si vous voulez, leurs tablettes. Et lorsque le niveau de gaz carbonique a atteint 1%, il y a des senseurs qui sont allumés, qui sont déclenchés dans la cabine Apollo. À ce moment-là, les astronautes ont demandé au centre de contrôle, ont expliqué, du moins au centre de contrôle, voilà ce qui se passe, que devons-nous faire? Et la réponse du centre de contrôle a été très simple, ne vous tracassez pas, vous pouvez aller jusqu'à 2% sans vous inquiéter. Et en fait, en laboratoire, on est même allé jusqu'à 3%, vous êtes encore bien loin du compte. Le centre de Houston fait face aux événements. Les ordinateurs calculent toutes les trajectoires possibles que pourra prendre le train spatial. Oui, ici Houston, j'arrive à l'instant même de la conférence de presse qui vient de se tenir dans la grande salle de presse. Les astronautes sont dans le LEM à l'heure actuelle. Ils y resteront jusqu'à l'entrée dans l'atmosphère. À ce moment-là, ils pénétreront dans le module de commande et le LEM sera éjecté. À cela, une raison bien simple, c'est que les mesures de sécurité sont plus évidentes à l'heure actuelle dans le LEM que dans le module de commande. Toutes les éventualités ont été étudiées pour le sauvetage. Le splashdown pourrait même être effectué dans l'Atlantique. C'est la révélation que viennent faire les responsables de la NASA. La NASA se fera d'ailleurs appel à n'importe quel navire qui se trouvera dans les parages, même un sous-marin soviétique, vient-on de préciser. On se demande maintenant si les instruments du vaisseau spatial envoient des renseignements très exacts ou si quelque chose n'est pas détraqué, auquel cas la mission de sauvetage risque d'être, là encore, sérieusement compromise. Les problèmes techniques font oublier les problèmes. Le commentateur scientifique de France Inter, Lucien Barnier, connaît bien les astronautes. Voilà longtemps qu'ils ont accepté l'idée même de sacrifier leur vie. Mais néanmoins, je crois que ce n'est pas ça l'objectif de la mission, c'est de les ramener sains et saufs. Houston semble très serein, et je crois qu'ils ont de bonnes raisons pour l'être. Mais il faut bien dire que cette rentrée dans l'atmosphère de vendredi va être extrêmement dramatique, parce que l'engin se présente dans des conditions inhabituelles, on n'a encore jamais fait cela. Il va se présenter avec, bien sûr, son module de service, c'est indispensable, mais aussi le module lunaire que l'on garde parce que c'est la réserve d'oxygène. Enfin, c'est la bouteille du plongeur sous-marin, vous comprenez? On ne peut pas larguer cette bouteille avant d'arriver en vue de l'atmosphère et d'être absolument certain qu'on aura suffisamment d'oxygène pour 3 personnes pendant ce moment très, très difficile où les hommes arrivent inconscients. Et malgré tout cela, l'équipage reste calme. Les astronautes s'offrent même le luxe d'une plaisanterie à froid. Pour passer le temps, je fais des photographies, a dit Lovell. Oui, vous avez bien entendu, pour passer le temps. Et cela donne toute la mesure du sang-froid de ces hommes de l'espace qui savent rester calmes alors que leur vie même est menacée gravement. Les derniers contrôles se révèlent positifs. Il reste assez de carburant dans le LEM pour réaliser l'ultime correction de trajectoire. Et le point crucial de cette opération de sauvetage, comme on l'appelle maintenant ici, il s'agit de savoir si réellement ce moteur de descente du LEM va fonctionner avec 2 piles à combustible sur 3 pratiquement hors d'usage, oui, avec un équipage fatigué et avec des instruments de bord qui donnent des signes de défaillance, car il semble qu'il y ait éclair concernant les moteurs qui permettent la rotation légère de l'ensemble du vaisseau spatial. Le monde entier est maintenant concerné par le sort des 3 hommes. Un grand élan de solidarité s'organise à l'échelle de la planète. Dès hier matin, le président Georges Pompidou a adressé un message à la NASA, l'administration américaine de l'espace, pour lui dire que la Marine nationale était prête à intervenir à tout moment pour venir au secours des 3 astronautes si leur cabine se posait en un point quelconque de l'Atlantique et même du Pacifique. Le président de la République avait donné l'ordre dans le même temps à plusieurs de nos bâtiments de guerre de se tenir prêts à appareiller. La NASA a remercié chaleureusement le chef de l'État et lui a dit que, si cela était nécessaire, elle ferait appel à la marine de guerre française. Le Premier ministre britannique, M. Harold Wilson, a envoyé un message dans le même sens. La Royal Navy est prête, elle aussi, à voler au secours de Lowell, Hayes et Swigert. Plusieurs gouvernements, dont Paris, Londres, Rome, Prague, etc., ont pris des mesures pour interdire certaines communications radio pendant la phase critique. Le train spatial est sur la bonne route. Mais à tout moment, un incident peut intervenir. Une nouvelle alerte au gaz carbonique, par exemple. Apollo 13, alerte au gaz carbonique. Les astronautes ont connu un nouvel ennui qui aurait pu être lourd de conséquences. La teneur en gaz carbonique a augmenté à l'intérieur des cabines. C'est vers 4 heures du matin qu'un voyant rouge d'alerte s'est allumé sur le tableau de bord.
Aussitôt, à Houston, les contrôleurs du vol ont donné des instructions aux astronautes. Alors, où en sommes-nous maintenant? En ligne Pierre Salviac. Oui, une alerte sans grave conséquence, puisque maintenant c'est pratiquement terminé, l'inquiétude s'est dissipée. Le taux de gaz carbonique dans la cabine spatiale n'est pas suffisant pour provoquer une grande inquiétude ici au centre spatial de Houston. Et ce n'est pas tout. D'autres difficultés apparaissent. Le patron des astronautes, Dick Slayton, ici à Houston, a dû s'occuper un peu plus sérieusement tout de même de ces trois hommes tout à l'heure. Il leur a parlé plus longuement que d'habitude, car il avait noté que Lovell, Heisey et Swigert vivaient un peu sur les nerfs, si vous voulez, n'avaient avec Houston que des conversations brèves, hachées, presque strictement techniques. Dick Slayton leur a conseillé de se relaxer, de se détendre, de parler plus, histoire de se détendre aussi, et de dormir, ce que d'autres d'entre eux sont en train de faire maintenant. Heisey, lui, avait dormi auparavant. Quelques problèmes mineurs demeurent. Il y a un peu trop de pression par-ci, et notamment dans la cabine Apollo, elle est encore mal localisée, on ne sait pas très bien d'où elle vient. Il y a un peu trop de ballons par là. Le problème du ballon, qui n'est pas nouveau, c'est un petit peu amélioré, mais il n'est pas totalement résolu. Vous savez que c'est important parce que qui dit ballon dit mauvaise prise d'antenne, et qui dit mauvaise prise d'antenne dit évidemment mauvaise télémétrie, mauvaise communication radio, donc risque d'erreur. C'est finalement le problème de l'alimentation électrique qui reste le plus préoccupant. La moindre panne serait fatale. Tout le monde à Houston en est parfaitement conscient. Et brusquement, ce que l'on craint arrive. Nous avons quelques inquiétudes à nouveau à Houston. L'alarme générale vient de se déclencher dans le vaisseau Apollo, alarme électrique, baisse de tension très nette. Et actuellement, un dialogue est en train de s'échanger entre le centre spatial de Houston et la cabine pour voir comment on peut remédier à ce problème. Vous savez qu'on s'y attendait un peu. La puissance électrique des batteries est en train de faiblir, puisqu'on fonctionne maintenant uniquement sur les batteries du LEM qui étaient prévues pour durer environ 36 heures, et maintenant ça fait plus de 3 jours qu'on tire sur ces batteries. On ne veut pas utiliser les batteries qui sont à l'intérieur du module de commande, car il est absolument nécessaire qu'elles soient intactes et qu'elles possèdent toute leur énergie pour l'entrée dans l'atmosphère. Alors on est en train d'essayer de voir comment on peut réduire encore la consommation du courant à l'intérieur de l'ensemble du vaisseau spatial pour essayer de revenir sur Terre avec tout de même un minimum de courant électrique pour qu'on puisse échanger des conversations entre la cabine spatiale et Houston. Ce n'est pas le seul problème, car à l'instant, dans les haut-parleurs, vient de retentir la voix de Lovell. Il a dit ceci: nous avons des ennuis avec le PTC, c'est-à-dire la manœuvre qui consiste à faire tourner sur lui-même le vaisseau spatial afin de répartir la chaleur des rayons du Soleil. Cette manœuvre qui doit s'effectuer environ toutes les 11 minutes, c'est-à-dire que le vaisseau tourne une fois sur lui-même toutes les 11 minutes, s'est accéléré brusquement. Maintenant, le vaisseau spatial tourne une fois sur lui-même toutes les 2 minutes, et cela pose de graves problèmes aux contrôleurs de vol de Houston, car la conversation est très hachée, les communications sont très mauvaises. Que s'est-il passé mardi matin dans ce module de service? La question est sur toutes les lèvres à Houston. On parle du choc improbable d'une météorite, on parle aussi d'une explosion. Jean-Claude Bourret ne lâche pas les ingénieurs d'une semelle et donne sur l'antenne de France Inter la première explication. Je voudrais tout d'abord vous donner une information exclusive que je viens d'avoir. Il s'agit de l'origine de l'incident qui a privé les astronautes du module de service. Il y a 90 malchances sur 100 pour que ce ne soit pas une météorite, mais une explosion. Dans les piles à combustible, il y a en effet beaucoup de canalisations sous pression. Or, à Houston, et c'est une information exclusive, je le répète, on a constaté une fluctuation de la pression dans le réservoir d'oxygène 30 secondes avant l'explosion. Peut-être les vibrations constatées au décollage ont-elles affecté l'une de ces canalisations qui a lâché dans l'espace. S'il y a eu explosion d'un réservoir, on en est presque certain maintenant, le bouclier thermique de la cabine elle-même n'a-t-il pas été endommagé par un éclat? Les astronautes ne risquent-ils pas de se transformer en étoiles filantes dès l'arrivée dans l'atmosphère? Ils ne sont absolument pas sûrs que le bouclier soit intact, car il y a bien des appareils qui vérifient automatiquement l'état de différents organes à l'intérieur du module de service. En revanche, il n'y a aucun senseur, sensor c'est le mot anglais, je pense que c'est aucune jauge si vous voulez, à l'intérieur du bouclier thermique pour vérifier qu'il est intact. Et le manque d'électricité rend les conditions de survie de plus en plus difficiles pour les naufragés. Oui, je vous le disais tout à l'heure, effectivement, ils ont froid puisque la température baisse. Elle atteint 3 à 8 degrés dans le module de commande. Elle est quand même supérieure dans le LEM où vivent actuellement les astronautes. À Houston, 3 astronautes se sont installés dans un simulateur Apollo et répètent geste pour geste tout ce qui se passe entre la Terre et la Lune. Des solutions sont trouvées, immédiatement transmises par radio à Lowell. Grâce à cela, tout s'arrange et d'abord la température.
Et on était à 6,5 degrés au moment où il y a eu cette sorte d'alerte où les astronautes ont dit écoutez, on a très froid, on n'arrive même pas à dormir. Maintenant qu'on a mis en batterie tous les circuits électriques à la fois du LEM et du module de commande, eh bien la température ne cesse d'augmenter. Elle est montée à 8, 10 et maintenant elle est à 13 degrés, 4 dixièmes très précisément. Normalement, tout devrait se dérouler sans problème. Apollo est sur la bonne trajectoire. Il prend de la vitesse et quelques heures avant l'arrivée dans l'atmosphère, le module de service est largué. C'est avec un peu peu d'avance sur le temps prévu, et puisqu'il restait encore 2 minutes et 23 secondes à s'écouler, que James Lovell, le commandant de bord d'Apollo 13, a largué le module de service en faisant exploser les boutons de contact et qui maintenaient le module de service avec le module de commande. Aussitôt que le module de service a été largué et qu'au travers du hublot du module de commande, les 3 astronautes ont pu apercevoir ce module de service, ils ont déclaré au centre de Houston que c'était absolument affreux, que le module de service était considérablement endommagé. Ils sont en train de prendre des photos d'ailleurs de ce module de service. Ça expliquerait que la panne qui a provoqué l'échec de la mission Apollo 13 serait plus importante encore qu'on l'avait prévu. Tout va vite, très vite. 15 000, 18 000, 20 000 km à l'heure. C'est la chute libre vers la Terre. Les événements se succèdent avec une telle rapidité que nos envoyés spéciaux à Houston gardent l'antenne en permanence sur France Inter. C'est toujours le même rythme. Problème, solution, problème, solution. On a constaté que la batterie numéro 3 n'avait plus que quelques ampères de courant et les astronautes ont décidé de couper cette batterie. En ce moment même, Houston vient de dire vous avez le feu vert pour passer en autonomie interne sur le module de commande. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, l'énergie électrique qui provenait du LEM, et qui, c'est-à-dire non seulement le LEM, mais la cabine de commande, cette énergie électrique maintenant dans le LEM va être coupée et les astronautes vont être en autonomie interne sur les 3 batteries de la cabine de commande. C'est la première fois dans l'histoire des vols Apollo que cela se passe ainsi, c'est-à-dire 2h30 avant l'entrée dans l'atmosphère. Pourquoi cela? Eh bien tout simplement parce que c'est la première fois aussi dans l'histoire des vols Apollo que l'on revient de la Lune avec, entraînant derrière soi, le LEM. degrés, 2 centigrades. Vous le voyez, les choses ne vont pas aussi bien qu'on le croyait il y a 20 minutes. Cela risque évidemment d'handicaper pour le moins non seulement les astronautes, mais le fonctionnement des appareils électroniques qui, vous le savez, doivent fonctionner à une température convenable. Or, 3,2 degrés est une température absolument anormale à l'intérieur de la capsule spatiale. Deuxième point relativement inquiétant, les communications actuellement entre Houston et la cabine spatiale sont interrompues. Je voudrais essayer de vous faire entendre le bruit que nous avons sur la ligne. Ouais. C'est absolument tout ce que nous avons et nous avons de la friture en permanence, cela depuis environ 5 minutes et nous ne savons pas ce qui se passe actuellement avec les antennes qui doivent être dirigées vers la Terre, les antennes du module de commande. Alors nous sommes en alerte, il y a une certaine tension dans la salle de presse, une certaine tension aussi. Écoutez ce qui se passe. On sent manifestement que Houston essaye de contacter le vaisseau spatial mais qu'il n'y arrive pas. Est-ce que cela est dû à un défaut d'orientation des antennes? C'est fort possible. Toujours est-il que la tension a brusquement et rapidement monté ici dans la salle de presse. À l'instant, on vient de dire que la plateforme de navigation n'est pas alignée. Cela est très important. Cela signifie tout simplement que Apollo 13, lors de sa rentrée dans l'atmosphère, risque de manquer la zone d'amérissage prévue de 100 à 200 km. Évidemment, cela nécessiterait un temps supérieur pour récupérer les 3 astronautes. Et on est en train, à l'heure actuelle, d'essayer de faire en sorte que cette plateforme de navigation soit bien alignée sur les 3 étoiles de référence. Maintenant, la situation est rétablie. À l'instant, j'apprends que la plateforme de navigation a été correctement orientée sur les 3 étoiles qui permettent au vaisseau de se repérer parfaitement dans l'espace. Les liaisons radio sont maintenant rétablies et je crois que le cerveau électronique de bord est complètement alimenté
c'est-à-dire qu'il sera en mesure de prendre lui-même les opérations d'entrée dans l'atmosphère. Ce ne sera pas à Swickard de piloter manuellement. Et là aussi, c'est une bonne nouvelle, car la sécurité des astronautes est en jeu. L'équipage d'Apollo 13 vient de faire savoir à Houston qu'il était prêt pour la prochaine opération qui consiste à fermer le sas entre le module lunaire et le module de commande. Et bien sûr, les astronautes vont vérifier qu'il n'y ait pas de fuite, en particulier dans la stabilisation de la pression. Cette opération est délicate, elle va prendre quelques temps. Et après, eh bien, les astronautes d'Apollo 13 vont larguer précisément ce module lunaire qui ne sert plus à rien maintenant. L'opération va se faire dans 33 minutes et 10 secondes. Actuellement, une communication télémétrique vient de parvenir au centre de contrôle de Houston. Le battement de cœur de Sweigart et le battement du cœur de Hayes est plus élevé que la normale étant 65-70. Actuellement, le cœur des deux astronautes bat à 100 coups minutes, c'est-à-dire que l'on explique cela de deux façons. Premièrement, l'émotion de l'entrée dans l'atmosphère dans des conditions tout à fait anormales. Et deuxièmement, l'état de fatigue qui ne fait qu'accroître justement la vitesse de ces battements de cœur, puisqu'il y a en plus une émotion qui vient se greffer sur un corps fatigué. Ici Houston, pour vous dire que Jacques Schwager vient d'avertir Houston qu'il avait décidé de larguer le LEM plus tôt que prévu. Ça va se faire maintenant dans à peu près 1 minute et 40 secondes. Autrement dit, il a avancé l'heure de séparation entre le LEM et le module de commande de plus de 10 minutes environ. Cela prouve que tout va bien à bord du vaisseau spatial, en particulier du module de commande. Secondes, 2 secondes. 1, largué. Voilà, c'est fait maintenant. Le LEM est largué. Nous attendons maintenant l'explication de Houston qui nous indique que le LEM s'en va très bien, que l'opération se passe très bien et qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir car Houston vient d'annoncer à l'instant que le LEM est dégagé du module de commande. Autrement dit, cette opération, qu'on considère également comme délicate, peut être effectuée normalement, parfaitement même comme les précédentes, comme s'était passé le module de service quelques temps auparavant. On vient de nous annoncer que c'est la perte de contact à l'heure actuelle avec la dernière station télémétrique. Donc maintenant, on ne saura plus rien, c'est le blackout. Et pendant ce temps-là, on nous montre des images, toujours des images de sensation Hiroshima. Commentaire de Houston. Ils sont en train de rentrer dans l'atmosphère. Finalement, l'entrée dans l'atmosphère s'est faite tout à fait correctement. Les dernières, les ultimes données télémétriques qui viennent d'être reçues par le centre spatial de Houston indiquent que l'inclinaison de la cabine était absolument parfaite. C'est donc une excellente nouvelle. Nous sommes sans contact radio pour encore 3 minutes environ, mais cela nous permet d'espérer. Ça y est, signal d'acquisition électronique, c'est-à-dire que le vaisseau spatial maintenant a fini sa période de ionisation et que les liaisons radio sont rétablies. Cela ne signifie pas forcément que tout s'est bien passé. Voilà. OK, we read you, Jack. Bon. Ça y est. Jack Schwager qui le parle. Lovell maintenant. C'est Lovell finalement qui a eu le premier contact avec le centre de Houston. Voilà ce que vous nous indiquer. We're looking at the weather on TV, and it looks just as advertised. Real good. Two good rogues.
Voilà, les 2 parachutes de stabilisation, 2 sur les 3 se sont ouverts. On attend la confirmation toujours. Voilà, nous voyons la cabine et dans la salle de presse de Houston, on applaudit. Enfin, eh bien, cette récupération des 3 hommes en perdition dans l'espace. C'est pire qu'un match de baseball américain, je vous assure, il y a vraiment de la joie sur tous les visages. Je vois les journalistes qui sourient à côté de moi. On applaudit à tout rompre. Fin de la tension intellectuelle pour tout le monde ici. Ils sont sauvés. C'est quand même la nouvelle la plus merveilleuse que nous ayons jamais entendue depuis bien des jours. Bien voilà, ils sont revenus parmi nous, ces aventuriers de l'espace, ceux qui avaient tenté de fouler pour la 3e fois dans l'histoire de l'humanité le sol de la Lune. Ils sont revenus parmi nous et finalement, on n'arrive pas à croire qu'une telle aventure ait pu avoir lieu. Chapeau bas aux techniciens de la NASA, c'est ce que tout le monde dit ici. Ils ont réussi ici le sauvetage le plus extraordinaire du siècle et je crois que chacun d'eux, à juste raison, peut être fier de cet exploit. Joyfully welcome back to Earth astronauts Lovell, Hayes, and Flighter, who, by your grace, Seigneur, nous nous réjouissons du retour sur Terre de Lowell, Hayes et Speaker, qui, grâce à vous, Seigneur, ont pu supporter avec courage les dangers de leur mission. Et nous vous remercions, Seigneur, de nous les avoir rendus.